Bonjour et bienvenue sur Média TV. Nous sommes le 25 mai et comme chaque année est célébrée en cette journée la Journée mondiale de l'Afrique, une date qui marque la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Cette année, l'accent est mis sur la sécurité alimentaire, le renforcement des systèmes de santé et la protection sociale. Cette journée est surtout l'occasion de faire le point sur les évolutions politiques et économiques du continent et nous en parlons avec notre invité. Il s'agit du professeur Mohamed Ishkoundi de l'Institut des études africaines de Rabat. Bonjour professeur. Bonjour M. Baldé. Alors, merci à vous de l'avoir accepté. Nous célébrons, comme je le disais, donc, cette journée mondiale de l'Afrique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question générale. Professeur, comment va l'Afrique ? Oh, écoutez, c'est une question très compliquée, mais on peut dire que l'Afrique allait bien. Il y a quelques années, il y a 5 ans, l'Afrique avait commencé à prendre son destin en main. Elle avait repris à espérer parce que les pays africains s'étaient mis en quelque sorte sur une trajectoire de croissance économique. Et il y avait de l'accumulation institutionnelle et économique. Mais le problème, c'est que cette accumulation institutionnelle et économique, certes, elle continue, mais elle est secouée, c'est-à-dire elle est touchée par des crises exogènes. Il y avait d'abord la crise sanitaire. La crise sanitaire a profondément impacté les économies africaines et ce d'un point de vue d'abord sanitaire, économique et social. Et aussi maintenant dans sa suite la crise géopolitique qui sévit actuellement et qui vient nous montrer un peu la vulnérabilité de notre continent. Donc l'Afrique il y a quelques années était bien repartie. La revoilà peut-être prise encore au piège si jamais rien n'est fait au niveau de l'intégration africaine. Elle est prise au piège dans des enjeux peut-être on va dire qui ne l'intéressent pas. C'est-à-dire des enjeux liés à la géopolitique mondiale, des enjeux liés à la confrontation entre puissances. Et on sait que l'enjeu principal, le défi principal des pays africains, c'est le développement et toutes ces incertitudes, on va dire, toutes ces crises viennent mettre à mal les acquis économiques, sociaux au niveau des infrastructures engrangés par les pays africains pendant ces dernières années. Donc on peut dire que l'Afrique, si rien n'est fait au niveau pour trouver des ressources stabilisatrices à l'intérieur du continent, en renforçant davantage l'intégration africaine, en faisant en sorte que les pays africains puissent trouver des solutions à leur urgence multiple à laquelle ils sont confrontés en ce moment, l'Afrique irait mal, je dirais. Alors, en tout cas, c'est un diagnostic sans concession que vous venez de faire. Alors, quand on parle de l'Afrique, commençons d'abord sur l'aspect institutionnel. Là, vous avez en tout cas brossé un tableau global. Quand on parle de l'Afrique, il y a l'Union africaine et voilà, le retour du Maroc depuis quelques années maintenant. Globalement, si on avait à mettre le focus sur l'Union africaine, pensez-vous que l'institution panafricaine réussit vraiment à faire avancer les choses, notamment dans le cadre de son agenda 2063 ? Écoutez, l'Union africaine, depuis sa création, il n'a cessé d'œuvrer pour le renforcement de l'intégration entre les pays du continent, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est de faire en sorte que les pays africains parlent à l'unisson, qu'ils négocient à l'unisson pour que l'Afrique ne continue pas à être davantage fragilisée, parce que quand un État africain discute avec une puissance, bien évidemment, il se trouve dans une situation de vulnérabilité. Donc, il y a eu une accumulation, on va dire, au niveau de tout ce qui est renforcement de l'intégration africaine. Dans un premier temps, lors de sa création, il y avait une divergence entre c'est-à-dire ceux qui plaidaient pour la création des États-Unis d'Afrique et il y avait aussi ceux qui plaidaient pour aller vers les États-Unis d'Afrique, le marché commun africain dans un premier temps, mais en prenant une démarche gradualiste. On peut dire que ce sont les deuxièmes qui l'ont remporté parce que nous avons assisté depuis le traité d'Abuja au renforcement, c'est-à-dire de l'intégration africaine, mais par le biais des communautés économiques régionales, qui sont au nombre de 8. Et donc, on en arrive à l'étape où il faut commencer à faire en sorte maintenant que cette intégration se réalise dans un cadre continental plutôt que régional. Donc, on parle d'abord de la zone de libre-échange continentale. Donc, de ce point de vue, l'Afrique avance très bien, c'est-à-dire au niveau de l'Union africaine aussi, il y a cette prise de conscience quant à l'importance, si on veut le dire, pas d'un panafricanisme de libération, parce
parce que c'est de révolu l'importance d'épouser de nouvelles idées que l'on appelle, qui s'agrègent autour du panafricanisme de développement. Parce qu'on sait, on vient de parler de tous les défis que ces crises viennent, c'est-à-dire devant lesquels ces crises mettent les pays africains. Ces défis nécessitent une conjugaison des efforts entre les pays de continent et l'espace ou l'instance de conjugaison de ces efforts pour l'émergence d'une action collective, d'une intelligence collective sur l'Union africaine. Nous avons assisté aussi ces dernières années à une nouvelle dynamique. Il y a une nouvelle génération de leaders qui plaident pour ce panafricanisme de développement et on voit beaucoup d'initiatives, des initiatives qui se multiplient, qui viennent donner des réponses concrètes et pas idéologiques aux problèmes, c'est-à-dire face auxquels se trouvent les pays africains. Il faut avoir à l'esprit ce qui a été fait par le président Kagame au niveau de la réforme de l'Union africaine. Parce que si on considère l'Union africaine comme cette instance, comme cet outil par le biais duquel l'Afrique veut peser sur la marche du monde, surtout que nous avons affaire à un monde qui devient de plus en plus, qui déjante, je m'excuse l'expression, c'est-à-dire un monde qui est marqué par le désordre mondial. Si on veut que l'Afrique pèse sur la manière dont on va réformer la gouvernance mondiale, dont on va réformer le multilatéralisme, et il faut qu'on ait une Union africaine qui est forte. Donc la commission Kagame, grâce aux réformes qu'elle avait proposées et qui se donne l'objectif de renforcer l'efficacité de l'Union africaine, de la rationalisation de tout ce qui est dépenses de l'Union africaine. Donc on peut dire que la matière, d'un point de vue institutionnel, il y a eu des progrès indéniables. Alors, cela dit, si sur le plan institutionnel il y a eu des progrès, on a eu plusieurs initiatives et grands chantiers qui ont été lancés. Je pense notamment au passeport africain, je pense à la MUTA, donc cette zone comment je vais le dire, de la libéralisation, voilà, du ciel africain. Je pense surtout à la ZLECAf. Ne pensez-vous pas finalement que tous ces projets-là sont bien beaux sur le papier, mais que concrètement, l'obstacle de la concrétisation est toujours là? Bien évidemment, parce que, encore une fois, oui, vous avez raison. Donc, il y a des initiatives qui sont importantes. Il faut dire aussi, il faut souligner que, contrairement à la situation qui prévalait auparavant, maintenant, quand les pays africains s'engagent, il y a une concrétisation. Mais c'est vrai que cette concrétisation bute sur un ensemble d'obstacles. Donc, on n'est plus dans la logique d'avant. On se contentait de verser dans les discours rhétoriques idéologiques. On est en partant du principe qu'il y a une prise de conscience pleine des défis auxquels l'Afrique se trouve, devant lesquels se trouve. Donc, il y a une espèce de concrétisation. Mais oui, il y a le problème de ce qu'on appelle l'économie politique. Il y a les problèmes liés au volontarisme d'État. Il y a certains États qui continuent un peu à vivre sur une espèce de rente historique, sur une idéologie qui révolue, mais ils continuent à la réactiver, peut-être pour servir leur propre intérêt, alors que l'objectif étant de verser, chacun conjugue ses efforts pour un peu réaliser les intérêts du continent. Donc il y a d'abord ça, il y a cet obstacle qui est de taille, c'est-à-dire le volontarisme étatique, ce que l'on appelle l'économie politique. Le deuxième obstacle, il est de portée aussi, il est de nature financière, parce que on peut se fixer des objectifs, on peut avoir un cadre logique, dire voilà, à partir d'un diagnostic de nos besoins, on va mettre en place la zone de libre-échange continentale et on va assigner un ensemble d'objectifs à la ZLECAf, à l'instar de l'industrialisation de continents, faire en sorte d'abord que l'on commence par renforcer les échanges intra-africains, mais si les moyens financiers ne sont pas là, donc ça reste des vœux pieux, parce que ça reviendrait à se fixer des objectifs de l'intérieur et attendre des financements de l'extérieur. Et je viens de dire les caractéristiques, je viens de brosser le tableau un peu de la situation actuelle qui domine au niveau international. Il est marqué par l'incertitude, les retours des tensions géopolitiques, c'est-à-dire il va y avoir de plus en plus de durcissement au niveau des mécanismes de financement des économies africaines. Et donc là, il y a un nouveau piège devant lesquels se trouvent les pays africains. On a des ambitions, il y a la zone de libre-échange continentale, il y a un ensemble d'initiatives par rapport à l'adaptation au changement climatique, par rapport à tout ce qui est énergie renouvelable, mais si les moyens ne s'en suivront pas, donc ça restera des vœux pieux en quelque sorte. Donc il faut aussi, alors, professeur, quand on parle des engagements, Oui, en tout cas, je pense que vous parlez donc de concrétisation. Alors,
Un autre point important et qui est relevé, vous l'avez relevé tout à l'heure, c'est sur le plan économique, vous dites que l'Afrique aujourd'hui subit les contre-coups de ce qui se passe ailleurs. Alors, la crise du Covid, je rappelle que cette année, la thématique donc, de cette journée tourne autour de la sécurité alimentaire, de la protection sociale et de la santé. Donc, ce que nous vivons actuellement avec les différentes crises. Sur ce plan-là, que faudrait-il à notre continent ou aux pays du continent pour s'immuniser, entre guillemets, contre ces chocs exogènes qui malmènent ces économies finalement? Pour répondre concrètement, c'est-à-dire il leur faut beaucoup plus de volontarisme politique, il leur faut beaucoup plus, c'est-à-dire il faudrait qu'ils se mettent devant le fait accompli, c'est-à-dire que le monde change. L'ancien monde, c'est-à-dire il est derrière nous, il y a des problèmes au niveau du multilatéralisme, il va y avoir des problèmes au niveau de l'aide publique au développement. L'Afrique court le risque de redevenir le champ de bataille d'une nouvelle guerre froide, sournoise, qui ne dit pas son nom. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut s'armer de davantage de volontarisme, c'est-à-dire œuvrer pour vraiment pour que l'intégration africaine puisse se dérouler dans de très bonnes conditions, parce que l'intégration, l'état actuel des choses, face à ces chocs exogènes qui ne font que se multiplier et qui rendent l'Afrique plus que jamais vulnérable, parce que l'Afrique, il faut dire au niveau de son économie de développement, elle a besoin de la mondialisation, elle a besoin d'un monde qui fonctionne très bien, elle a besoin d'une gouvernance mondiale, des institutions internationales de coopération, parce qu'il croit en sa chance de se développer, il croit en sa chance de s'industrialiser, d'autant plus qu'il fait face à des défis énormissimes au niveau de l'évolution démographique. Donc, c'est-à-dire, mais le monde devient chaotique en quelque sorte. Est-ce qu'on va attendre que les choses se résorbent en quelque sorte? Est-ce qu'on va attendre que ces puissances qui se livrent une véritable guerre d'hégémonie, parce qu'il y a une multiplication des modèles, comme on l'a toujours dit, est-ce qu'on va attendre que ça rentre dans l'ordre, ou bien il faut que l'Afrique agisse? D'autant plus que l'Afrique, on peut dire, c'est une puissance démographique. Elle peut être une puissance économique de par ses ressources énergétiques, naturelles, ses ressources humaines, mais pourvu que la volonté y soit en quelque sorte. Et donc, oui, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire renforcer davantage l'intégration africaine, essayer de trouver des solutions africaine aux problèmes africains. Et ça commence par d'abord faire en sorte que les institutions africaines, le cadre institutionnel de coopération entre pays africains soit fonctionnel, soit opérationnel, que l'on passe un peu des vœux pieux pour concrétiser les initiatives, que l'on soit au sein de l'Union africaine par rapport à l'agenda 2063, que ce soit par rapport au fonctionnement des commissions de l'Union africaine qui agissent sur des domaines sectoriels qui intéressent au premier chef l'Afrique, et qu'il s'agisse aussi des communautés économiques régionales. Et aussi, il faut dire... Oui. Alors, que l'Afrique... oui, allez-y, continuez, professeur. Continuez rapidement. Il faut dire que ce qui se passe d'un point de vue politique dans certains pays africains reflète une espèce d'échec de la stratégie globale de sécurité en quelque sorte. La stratégie globale de sécurité, c'est-à-dire il n'y a pas seulement cette incapacité de l'État, surtout au Sahel, c'est-à-dire à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire, mais aussi l'incapacité de l'État peut-être à subvenir aux besoins des populations. Et donc cette fragilité d'abord militaire qui vient se nourrir d'une fragilité sociale, et tout ça, ça constitue le terreau fertile de certains mouvements djihadistes, et aussi ça constitue le terreau fertile de certains mouvements, on va dire, de déstabilisation des pays. Donc, l'instabilisation de l'État est importante dans l'état actuel des choses. D'accord. Alors, un dernier point, professeur. On l'avait évoqué tout à l'heure au début, c'est le retour du Maroc à l'Union africaine. Comme je le disais, cette année, les principales thématiques donc, choisies par l'Union africaine pour célébrer cette journée tournent autour de la sécurité alimentaire, autour de la protection sociale et du renforcement des systèmes de santé. Je pense que quand même ce sont des domaines sur lesquels, de façon évidente, le Maroc, je pense quand même, a beaucoup à partager. Justement en termes de coopération et de plus que le Royaume a eu à apporter depuis son retour à l'Union africaine. Que pouvez-vous nous en dire, professeur ?
On peut dire que, c'est-à-dire le Maroc, depuis son retour, avant même son retour à l'Union africaine, il plaide pour, on le dit souvent, il plaide pour l'émergence d'un nouveau panafricanisme, le panafricanisme de développement, c'est-à-dire le panafricanisme de développement qui se manifeste par des actions concrètes, une coopération concrète, un échange d'expériences avec les autres pays du continent. Le Maroc, comme vous venez de le dire, a accumulé pas mal d'expériences dans beaucoup de domaines qui sont vétos pour les pays africains, à l'instar de l'agriculture, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est financement, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est sécurité, j'en passe. Donc le Maroc a développé des politiques publiques et par la suite, ces politiques publiques, les avantages ou les acquis de ces politiques publiques, ils ont été mis à contribution à la disposition des autres pays du continent. Au sein de l'Union africaine, le Maroc agit d'une manière très active. D'abord, il agit en tant que contributeur, parce qu'il faut dire, on vient de parler de la problématique ô combien délicate de financement. Le Maroc, il fait partie des 5 premiers contributeurs au budget de l'Union africaine, ça c'est important. Deuxième chose, c'est au niveau de tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire le Maroc fait, c'est-à-dire il propose, il met d'abord à disposition son expérience et il fait des propositions. C'est aussi une force de proposition par rapport à tout ce qui est comment on peut lier le triptyque urgence, développement, réhabilitation. Urgence, développement et renforcement des capacités institutionnelles. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas continuer à considérer c'est-à-dire la sécurité, la problématique sécuritaire d'une manière monodimensionnelle. Il faut la voir d'une manière multidimensionnelle. Aussi, le Maroc aussi. Donc, il y a cette contribution par l'expérience. Et il y a l'expérience est capitale. C'est-à-dire, faisons en sorte que cette Union africaine, et ça participe à ce volontarisme politique dont je parlais tout à l'heure, faisons en sorte que chaque pays africain qui accumule une expérience dans un domaine donné, la mette au service de continent. Et en plus de l'agriculture, on parle de la sécurité alimentaire, et le Maroc avait déjà pris des initiatives dans ce sens pour exploiter les complémentarités qui existent entre pays africains. Et on a comme illustration l'exemple de la coopération entre le Maroc et le Nigeria. Merci à vous, Mohamed Eshkoundi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des études africaines. Vous étiez avec nous pour nous parler donc de la célébration de cette journée mondiale de l'Afrique. Merci à vous, professeur, et bonne journée. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme et surtout, bonne journée mondiale de l'Afrique.